Ou 1944, quelque part dans la campagne française. René Jean-Pierre, 34 ans, ingénieur civil devenu agent de la Résistance, fixe le dépôt allemand à travers ses jumelles. Ses mains tremblent légèrement, pas de peur, mais d'épuisement. Cela fait 3 jours qu'il observe ce site. 3 jours à dormir dans des granges abandonnées, à manger du pain rassis, à noter méticuleusement chaque détail dans son carnet froissé. Le dépôt s'étend sur près de 2 hectares. 23 bâtiments en béton, entourés de barbelés, gardés par 80 soldats allemands. À l'intérieur, selon les informations transmises par un cheminot sympathisant, plus de 2400 armes. Des fusils, des mitrailleuses, des mortiers, des lance-grenades. Tout l'équipement nécessaire pour armer 3 bataillons complets. Et dans moins de 10 jours, tout cela sera chargé sur des trains et expédié vers le front de Normandie, où les Alliés avancent kilomètre par kilomètre. Londres a été clair. Ce dépôt doit être détruit. Mais comment? Un bombardement aérien? Impossible. Le site est trop proche du village de Saint-Rémy-sur-Loire. Les civils seraient massacrés. Un raid de commando, avec 80 gardes, des mitrailleuses aux 4 coins, des patrouilles toutes les heures. Ce serait un suicide. Si vous appréciez ce type de contenu historique détaillé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. René referme ses jumelles et glisse dans l'ombre d'un bosquet. Son esprit travaille, analyse, calcule. Il a passé 15 ans à concevoir des systèmes d'irrigation, à comprendre comment l'eau se déplace, comment la pression s'accumule, comment une force peut être multipliée par un effet de levier. Et maintenant, regardant ce dépôt, une idée commence à germer. Une idée tellement folle que personne ne l'a jamais tentée. 3 jours plus tard, dans une ferme isolée à 20 km de là, René déroule une carte sur une table en bois branlante. Autour de lui, 5 hommes et une femme. Des résistants, tous des gens ordinaires transformés en combattants par l'occupation. Marcel, l'ancien instituteur, Claude, le mécanicien, Simone, l'infirmière, Jean et Pierre, 2 frères fermiers, et Paul, le plus jeune, 19 ans, les yeux encore brillants d'idéalisme. « Vous pensez que je suis devenu fou, dit René, son doigt traçant une ligne bleue sur la carte. Et vous avez peut-être raison, mais écoutez-moi jusqu'au bout. La ligne bleue représente la Loire qui coule à 4 km au nord du dépôt allemand. Entre le fleuve et le dépôt, le terrain descend en pente douce. Pas assez pour créer naturellement une inondation, mais assez pour que l'eau, si elle était dirigée correctement, puisse atteindre le site. « Vous voulez inonder le dépôt ?» demande Marcel incrédule. « René, il faudrait détourner le fleuve entier. »« Non, répond René, et il pose sur la table un schéma qu'il a dessiné la nuit précédente, à la lueur d'une bougie, ses mains tachées d'encre. Pas détourné, canalisé, concentré. Le plan est d'une simplicité audacieuse. À 3 km en amont du dépôt, il existe un ancien canal d'irrigation, construit au XVIIIe siècle, abandonné depuis les années 1920. Ce canal, si on le rouvre, peut transporter l'eau de la Loire directement vers une série de champs qui dominent le dépôt. De là, avec des digues temporaires construites aux bons endroits, l'eau peut être dirigée, concentrée, transformée en torrent. Mais l'eau seule ne détruira pas les armes, objecte Claude. Elles seront mouillées, peut-être rouillées, mais pas détruites. René sourit, un sourire sans joie. L'eau n'est que la première phase. La deuxième phase, c'est ce qui rend ce plan vraiment fou. Il explique. Les bâtiments du dépôt sont en béton, mais leurs toits sont en tôle ondulée, maintenus par des poutres en bois. Les Allemands ont construit vite, économisant les matériaux. À l'intérieur de chaque bâtiment, les armes sont stockées sur des étagères métalliques, elles-mêmes fixées sur des planchers en bois surélevés pour les protéger de l'humidité du sol. Si nous inondons le site rapidement, avec assez de force, l'eau va s'engouffrer sous les planchers, créer une pression ascendante. Les planchers vont se soulever, les étagères vont basculer, les armes vont tomber dans l'eau, mais ce n'est pas tout. Il sort une autre feuille, couverte de calculs. J'ai mesuré la pente exacte du terrain. Si nous créons une inondation soudaine, l'eau va atteindre une profondeur d'environ 1,50 m dans les bâtiments, assez pour que les armes soient complètement immergées. Mais voici le point crucial. Il tape sur les chiffres. Les Allemands stockent aussi des munitions dans certains de ces bâtiments. Pas les obus, ceux-là sont ailleurs, mais les cartouches, les grenades. Si ces munitions sont immergées brutalement, certaines vont se dégrader, les explosifs vont se décomposer. Mais surtout, quand les Allemands voudront évacuer le site après l'inondation, ils devront manipuler des milliers d'armes et de munitions gorgées d'eau, instables, potentiellement dangereuses. Cela va leur prendre des semaines,
peut-être des mois. Et pendant ce temps, ces armes ne seront pas au front. Le silence s'installe dans la pièce. Simone est la première à parler. C'est brillant. C'est complètement dingue, mais c'est brillant. Sauf un détail. Comment on fait pour créer cette inondation sans que les Allemands nous voient et nous abattent? La nuit, répond René. Nous travaillons la nuit. Nous avons besoin de 4 nuits. La première pour rouvrir le canal. La deuxième pour construire les digues de dérivation. La troisième pour créer les canaux d'approche. La quatrième pour tout mettre en place et déclencher l'inondation. 4 nuits, murmure Paul. Les Allemands patrouillent. Oui, mais ils patrouillent le dépôt. Personne ne surveille un vieux canal à 3 kilomètres de là. Personne ne pense qu'un groupe de Français armés de pelles va essayer de les noyer. Marcel se penche sur la carte, ses lunettes glissant sur son nez. Les risques? Énormes, admet René. Si nous sommes découverts pendant les travaux, nous sommes morts. Si les Allemands comprennent ce qui se passe avant que l'eau n'atteigne le dépôt, ils peuvent l'arrêter, construire des barrages. Si mes calculs sont faux, l'eau n'atteindra jamais le site, ou elle sera trop faible pour causer des dommages. Et même si tout fonctionne, nous ne détruirons peut-être que la moitié des armes, pas toutes. Mais si ça marche, dit Claude lentement, nous aurons détruit un dépôt entier sans tirer un seul coup de feu, sans perdre un seul homme, sans qu'un seul civil soit blessé. Exactement. Le vote est unanime. Il commence que cette nuit. La première nuit est la plus difficile. Le canal abandonné est envahi par la végétation, ses parois effondrées par endroits, son lit rempli de boue et de débris accumulés pendant 20 ans. René et ses 6 compagnons travaillant dans l'obscurité presque totale, n'utilisant leurs lampes torches que par brefs éclats, juste assez pour voir où planter leurs pelles. Le travail est éreintant. Chaque pelletée de boue semble peser des kilos. La sueur coule dans leurs yeux, leurs mains se couvrent d'ampoules qui éclatent et saignent. Vers 3 heures du matin, Claude s'effondre, épuisé. Simone le force à boire de l'eau, à manger un morceau de pain. 10 minutes de repos, puis il reprend sa pelle. À l'aube, ils ont dégagé 200 mètres de canal. Il en reste 800. René fait les calculs dans sa tête. À ce rythme, ils n'y arriveront jamais en 4 nuits. Ils ont besoin d'aide. Le lendemain, Marcel utilise ses contacts dans le village. Discrètement, prudemment, il recrute. Un fermier dont le fils a été tué par les Allemands. Un ancien mineur qui connaît le travail de terrassement. 2 jeunes hommes qui se cachent pour éviter le stéo. Une veuve qui a perdu son mari à Dunkerque. La deuxième nuit, ils sont 13. Le travail avance plus vite. Le canal commence à prendre forme, ses parois dégagées, son lit nettoyé. Vers minuit, ils atteignent le point crucial, l'endroit où le canal doit se connecter à la Loire. René a calculé qu'ils doivent creuser une tranchée de 50 mètres pour relier les deux. C'est Jean qui entend le bruit en premier. Des voix allemandes. Une patrouille sur la route, à moins de 300 mètres. 13 personnes se figent instantanément. 13 pelles s'immobilisent. 13 respirations se retiennent. Les voix se rapprochent. Des bottes sur le gravier, le cliquetis d'un équipement militaire. René fait un geste. Tout le monde se couche à plat dans le canal, leur corps pressé contre la boue froide. Les voix sont maintenant très proches. Une lampe torche balaye le terrain au-dessus d'eux. Le faisceau passe à quelques centimètres de la tête de Paul, puis les voix s'éloignent. Les bottes continuent leur chemin. Après 5 minutes qui semblent durer une éternité, le silence revient. Ils reprennent le travail, mais maintenant chacun sait à quel point ils sont vulnérables. Un seul soldat allemand curieux, et tout s'effondre. La 3e nuit, ils construisent les digues de dérivation. Ce sont des structures temporaires, faites de terre, de pierre, de bois récupérés dans des granges abandonnées. Elles doivent être assez solides pour contenir l'eau pendant quelques heures, assez bien positionnées pour diriger le flux exactement où René le veut. C'est un travail de précision qui doit être fait dans le noir, avec des outils rudimentaires, par des gens épuisés qui n'ont dormi que quelques heures en 3 jours. René vérifie chaque angle avec un niveau à bulle improvisé, ajuste chaque pierre, recalcule constamment. À un moment, Pierre murmure « Tu es sûr de tes calculs ? Si l'eau ne va pas dans la bonne direction. »« Je suis sûr, répond René, mais sa voix tremble légèrement. La vérité qu'il ne peut pas admettre, c'est qu'il n'est sûr de rien. L'hydraulique est une science complexe, et il travaille ici avec des approximations, des estimations, des espoirs. Une erreur de quelques degrés dans l'angle d'une digue, et l'eau pourrait se disperser dans les champs au lieu de se concentrer vers le dépôt. Mais il est trop tard pour douter maintenant. La 4e nuit arrive. C'est celle qui compte. Tout doit être prêt avant l'aube. Le canal est ouvert, les digues sont en place, les canaux d'approche sont creusés.
Il ne reste qu'une dernière barrière, un mur de terre de 2 mètres de large qui sépare le canal de la Loire. René a calculé qu'il faut creuser ce mur progressivement, créer d'abord un petit trou pour laisser l'eau commencer à s'écouler, puis élargir ce trou graduellement pour contrôler le débit. S'ils détruisent le mur d'un coup, l'eau va se précipiter trop vite, éroder le canal, peut-être même détruire leur digue. Ils commencent à minuit. La Loire est haute ce soir, gonflée par les pluies récentes. C'est parfait. Plus d'eau signifie plus de force, plus de dommages potentiels. À 1 heure du matin, le premier trou est percé. L'eau commence à s'écouler. D'abord un filet, puis un ruisseau. René observe, calcule, donne des ordres. Élargissez de 20 centimètres, doucement, pas trop vite. À 2 heures, le ruisseau est devenu un torrent. L'eau rugit dans le canal, transportant des branches, de la boue, des débris. René court le long du canal, vérifiant que les parois tiennent, que les digues dirigent correctement le flux. À 3 heures, l'eau atteint les champs au-dessus du dépôt. René et Marcel grimpent sur une colline pour observer. Dans l'obscurité, ils peuvent à peine distinguer le dépôt, mais ils voient sous l'eau une masse sombre qui s'étale, qui cherche son chemin. « Est-ce que ça fonctionne ?» demande Marcel. « Je ne sais pas, » avoue René. « Nous ne le saurons que quand le soleil se lèvera. » Ils attendent. Les minutes s'étirent. Le ciel commence à pâlir à l'est. Et puis, alors que les premières lueurs de l'aube touchent l'horizon, ils entendent des cris allemands, confus, paniqués. Le soleil se lève sur un spectacle extraordinaire. Le dépôt allemand est devenu un lac. L'eau a envahi chaque bâtiment, submergé chaque allée, transformé le site en un vaste marécage. Des soldats allemands pataugent dans l'eau jusqu'à la taille, essayant désespérément de sauver ce qu'ils peuvent. Des caisses d'armes flottent, se renversent, déversent leur contenu dans l'eau boueuse. De leur position sur la colline, René et Marcel voient un officier allemand hurler des ordres, gesticuler frénétiquement. Des camions arrivent, mais ils ne peuvent pas approcher, le terrain est trop détrempé. Un véhicule s'enlise immédiatement, ses roues tournant dans la boue sans trouver de prise. « Mon Dieu !» murmure Marcel. « Tu l'as fait, tu as vraiment réussi. » Mais René ne célèbre pas encore. Il observe, compte mentalement. Combien de bâtiments sont inondés? Tous, la plupart. L'eau est-elle assez profonde, assez rapide? Pendant 3 jours, les Allemands luttent contre l'inondation. Ils essaient de pomper l'eau, mais pour chaque litre qu'ils évacuent, 10 autres arrivent par le canal que René a ouvert. Ils essaient de construire des digues autour du dépôt, mais le sol est trop mou, les structures s'effondrent. Finalement, le 4e jour, un groupe d'ingénieurs allemands remonte le canal et découvre la source. Ils trouvent le trou dans la berge de la Loire, les digues de dérivation, les traces de pelles dans la boue. Un colonel de la Wehrmacht debout devant le canal regarde le travail accompli. Il ne dit rien pendant une longue minute. Puis il se tourne vers son adjoint et prononce une phrase que des témoins français, cachés à proximité, rapporteront plus tard. « Wer auch immer das getan hat, ist ein Genie. » Celui qui a fait cela est un génie. Mais le génie n'apporte pas de consolation aux Allemands. Le dépôt est ruiné. Quand ils parviennent finalement à pomper assez d'eau pour accéder au bâtiment, ils découvrent l'ampleur des dégâts. 2400 armes sont inutilisables. Les fusils Mauser ont leur mécanisme bloqué par la rouille. Les mitrailleuses MG42 ont leurs canons remplis de boue. Les mortiers ont leurs tubes fissurés par l'eau, qui s'est infiltrée puis gelée pendant les nuits froides. Les lance-grenades Panzerfaust ont leurs charges propulsives décomposées. Plus grave encore, les munitions. 50 000 cartouches sont gorgées d'eau, leurs poudres transformées en pâte inutilisables. 3 000 grenades ont leurs détonateurs corrodés, les rendant soit inertes, soit dangereusement instables. Les Allemands doivent les manipuler une par une, avec une prudence extrême, un travail qui prend des semaines. Le rapport officiel allemand, découvert après la guerre dans les archives de la Wehrmacht, est accablant. Le dépôt de Saint-Rémy est une perte totale. Les équipements récupérables représentent moins de 15% du stock original. Le reste doit être considéré comme détruit. Cause : sabotage par inondation. Méthode : ingénieuse et sans précédent. Recommandation : tous les dépôts d'armes doivent désormais être situés sur des terrains élevés, loin de toute source d'eau significative. Pour René Jean-Pierre et son équipe, le succès apporte un mélange de fierté et de peur. Ils ont réussi, au-delà de leurs espérances les plus folles. Mais maintenant, les Allemands savent qu'il existe un groupe de résistants particulièrement ingénieux dans la région. Les patrouilles se multiplient, les interrogatoires deviennent plus fréquents.
2 semaines après l'inondation, la Gestapo arrête un fermier qui a participé aux travaux. Sous la torture, il donne 3 noms. Marcel est arrêté le lendemain. Claude disparaît, probablement exécuté. Simone réussit à fuir vers le sud. René lui-même doit se cacher. Il passe les derniers 6 mois de l'occupation à se déplacer de ferme en ferme, dormant dans des greniers, des caves, des granges. Il ne reverra pas Saint-Rémy avant la libération. Quand les Alliés libèrent finalement la région en septembre 1944, un officier britannique du SOE vient rencontrer René. Il a entendu parler de l'opération, veut comprendre comment cela a été fait. René lui montre ses carnets, ses calculs, ses schémas. L'officier étudie les documents pendant 1 heure, puis lève les yeux. Vous savez que personne n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant? Détruire un dépôt militaire par inondation contrôlée, c'est révolutionnaire. C'était nécessaire, répond simplement René. Nécessaire, peut-être, mais aussi brillant. Nous avons bombardé des dizaines de dépôts allemands pendant cette guerre. Chaque raid coûte des avions, des équipages, tue des civils. Vous, avec 13 personnes et des pelles, vous avez obtenu le même résultat. Mieux, même, parce que vous n'avez tué personne. René ne dit rien. Il pense à Marcel, probablement mort dans une cellule de la Gestapo. À Claude, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Au prix payé pour cette victoire, l'officier britannique continue. Nous allons documenter votre méthode, l'enseigner. Qui sait? Peut-être que dans les guerres de futur, d'autres utiliseront cette technique. Mais René secoue la tête. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre future. Et s'il y en a, j'espère que personne n'aura besoin d'utiliser des trucs aussi désespérés que celui-ci. Après la guerre, René Jean-Pierre retourne à son travail d'ingénieur civil. Il construit des ponts, des systèmes d'irrigation, des barrages, des structures qui créent, qui aident, qui construisent au lieu de détruire. Il ne parle presque jamais de l'opération du dépôt. Quand on lui pose des questions, il répond brièvement, minimise son rôle. « J'ai juste fait ce qui devait être fait », dit-il toujours. Mais ceux qui ont participé, ceux qui ont creusé le canal dans la nuit, qui ont construit les digues dans l'obscurité, qui ont risqué leur vie pour cette idée folle, eux se souviennent différemment. Ils se souviennent d'un homme qui a regardé un problème impossible et a trouvé une solution impossible, qui a utilisé l'eau, la gravité, la physique simple pour accomplir ce que des tonnes de bombes n'auraient pas pu faire mieux. L'histoire de René Jean-Pierre n'est pas devenue célèbre comme celle des pilotes de chasse ou des commandos parachutistes. Il n'y a pas de film sur son opération, pas de monument commémoratif. Mais dans les archives militaires, dans les rapports du SOE, dans les mémoires de la résistance française, son nom apparaît, accompagné d'une note constante, ingénieux, audacieux, efficace. Car c'est cela finalement que représente cette histoire. Pas seulement la destruction de 2400 armes allemandes, pas seulement une victoire tactique dans une guerre mondiale, mais la preuve que l'ingéniosité humaine, l'intelligence appliquée avec courage, peut accomplir ce qui semble impossible. Dans les manuels militaires modernes, l'opération de Saint-Rémy est parfois citée comme un exemple de sabotage par moyens naturels. Des officiers étudient les schémas de René, analysent ses calculs, admirent l'élégance de sa solution. Une solution qui n'a nécessité aucune arme sophistiquée, aucune technologie avancée, aucun bombardement massif. Juste de l'eau, de la gravité et un homme qui comprenait comment les utiliser. Les Allemands, de leur côté, ont appris leur leçon. Après Saint-Rémy, ils ont réorganisé leurs dépôts d'armes dans toute la France occupée. Plus de sites en terrain bas, plus de bâtiments avec des planchers en bois, plus de négligence des sources d'eau à proximité. Un seul homme avec une idée folle les avait forcés à repenser leur logistique entière. Et peut-être que c'est là la vraie mesure du succès de René Jean-Pierre. Non pas seulement ce qu'il a détruit cette nuit d'août 1944, mais ce qu'il a changé. La façon dont il a prouvé qu'un petit groupe de civils déterminés, armés seulement de leur intelligence et de leur courage, pouvait infliger des dommages significatifs à une machine de guerre massive. Marcel, l'instituteur, n'a pas survécu pour voir la libération. Mais avant sa mort, dans sa cellule, il a réussi à faire passer un message à sa famille. Un message court, griffonné sur un morceau de papier. « Nous avons réussi. L'eau a gagné. Dites à René qu'il avait raison. » Ce message, René l'a gardé jusqu'à sa mort en 1982. Il était dans sa poche le jour où il est mort, plié et replié tant de fois que le papier était presque transparent. Un rappel de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Un rappel du prix payé. Aujourd'hui, à Saint-Rémy-sur-Loire, il y a une petite plaque sur le mur de la mairie.
Elle commémore les résistants de la région, liste leurs noms, leurs actes. René Jean-Pierre y figure, décrit simplement comme « ingénieur et patriote ». Aucune mention de l'inondation, aucun détail de l'opération. Mais les anciens du village, ceux qui étaient là, qui se souviennent, ils racontent encore l'histoire. Comment un homme a regardé un dépôt allemand et a vu non pas une forteresse imprenable, mais un problème d'hydraulique. Comment il a transformé la Loire en Armes. Comment il a prouvé que parfois, les meilleures solutions sont celles auxquelles personne n'a pensé avant. Et dans les écoles d'ingénieurs françaises, l'opération de Saint-Rémy est parfois enseignée, non pas comme un cours d'histoire militaire, mais comme un exemple de pensée créative face à des contraintes impossibles. Les étudiants étudient les calculs de René, débattent de ses choix, admirent son audace. Car c'est cela, finalement, l'héritage de René Jean-Pierre. Pas seulement 2400 armes détruites, pas seulement une victoire contre les Allemands, mais une leçon sur ce que l'esprit humain peut accomplir quand il refuse d'accepter qu'une situation est sans espoir, quand il regarde un problème impossible et dit « il doit y avoir un moyen ». Il y avait un moyen, une idée folle, une idée qui a nécessité 4 nuits de travail éreintant, 13 personnes courageuses et un ingénieur qui comprenait que l'eau, cette force naturelle que nous tenons souvent pour acquise, pouvait devenir l'arme la plus efficace de toutes. Et pendant que les Allemands pataugèrent dans la boue, essayant désespérément de sauver leurs armes ruinées, René Jean-Pierre et son équipe étaient déjà loin, dispersés dans la campagne, se fondant dans la population. 13 personnes ordinaires qui avaient fait quelque chose d'extraordinaire, sans une seule bombe,